Bienvenue dans Ecom Lab, le podcast où les entrepreneurs et créateurs racontent leur parcours. Dans ce podcast, ils partagent avec vous leurs expériences, succès, difficultés et leur histoire de leur marque pour vous inviter pour vous inspirer dans votre propre aventure en e-commerce. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Bianchi qui a rejoint Maison Bianchi en 2008, une aventure qui a commencé en fait en 1978 à Mézières-les-Metz. Et Maison Bianchi est une entreprise familiale renommée pour son expertise en horlogerie et joaillerie de luxe. Elle se distingue par ses créations uniques et personnalisées, mariant tradition et innovation, tout en s'engageant dans des pratiques durables. Avant de passer à l'interview, si vous êtes un dirigeant d'e-commerce, vous avez une boutique en ligne et que vous êtes en pleine croissance, il se peut que vous laissiez des ventes sur la table car votre site n'est pas encore parfaitement optimisé. Si vous souhaitez savoir comment je peux vous aider à convertir plus de visiteurs en acheteurs, je vous invite à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien en description. Bonjour Alexandre, bienvenue dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de Maison Bianchi et de son évolution depuis sa création en 1978? Alors, l'entreprise a été créée par ma maman et mon papa. Donc, papa est maître horloger de métier. Il s'est fait diplômer en 1973 à l'école d'horlogerie de Morteau et ils ont eu cette idée de s'installer à leur compte à Mézières-les-Metz. Alors, pourquoi Mézières-les-Metz? Tout simplement, hein, ils n'ont pas été chercher très loin dans le sens où ils étaient tous les deux d'origine de Mézières. Et à l'époque, il n'était pas très coutume de se déplacer non loin de son lieu de vie. Euh, Papa, il était vraiment passionné, il est toujours passionné par son métier. Donc, c'est vraiment l'artisan dans toute sa splendeur, hein. Donc, pas un très grand communicant, pas forcément très au fait de l'entrepreneuriat, mais en tout cas avec cette volonté de faire plaisir. Et c'est ce qui lui a permis de perdurer. Dans les années 90, ils ont décidé de mettre en avant une partie plus commerciale. Donc, ils ont placé la partie bijouterie-joaillerie. Et c'est ce qui m'a permis à moi de découvrir cette partie. Donc, papa avait son secteur horlogerie et ce petit secteur supplémentaire qui était l'achat-revente de bijoux m'a permis en fin de compte de plonger dans cet univers qui m'a forcément ravi, étonné, transporté parce que c'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de matière, etc. Et papa, à l'époque, lui, était sous-traitant pour beaucoup d'amis bijoutiers. Donc, lui, il récupérait les montres, les horloges qu'il entretenait, qu'il restaurait dans son atelier à Messières. Et en contrepartie, il donnait à ses collègues bijoutiers toute la partie SAV en bijouterie. Donc, comme à l'époque, il n'était pas coutume de faire garder les enfants, moi, j'accompagnais papa à tous les rendez-vous. Et j'ai rencontré des artisans exceptionnels, avec une ambiance tout à fait étonnante. Et forcément, au moment de faire un peu, je dirais, un choix de carrière, ayant vu tout ça et étant passionné par tout ce que j'avais pu voir, eh bien, je me suis intéressé à la formation de bijoutier joaillier qui, aujourd'hui, au niveau commercial, semble être hyper complémentaire, mais et surtout deux métiers totalement différents. C'est-à-dire que l'horlogerie, c'est très spartiate, très cartésien, très organisé. Voilà, le bijoutier joaillier, il est plus un peu, je dirais, sur son nuage, il est plus dans la création. Voilà, on se permet beaucoup plus de fantaisie en bijouterie-joaillerie que l'on pourrait le faire en horlogerie. Donc voilà, ça semble être hyper complémentaire, mais c'est vraiment surtout deux domaines, deux sujets totalement différents. D'ailleurs, papa et moi, nous sommes vraiment deux hommes très différents. En fait, le cheminement s'est fait. J'ai eu la chance de fréquenter des classes de très belles entreprises basées en Suisse ou basées au centre du pays, donc à Paris. Et techniquement, ça m'a poussé peu à peu à m'intéresser à ce que mes parents ont créé, qui était vraiment très simple, très sobre, sans trop très humble aussi, très humble. C'était vraiment un atelier accessible à tous. On l'est toujours puisque c'est notre ADN, mais toutefois aujourd'hui on a une dynamique, hein, comme vous le disiez. Voilà, nous on est propriétaire de notre propre marque, hein, donc le nom Bianchi est aujourd'hui une marque qui a été déposée en 2013, et il y a vraiment cette envie, cet engouement de se dire, voilà, les artisans d'art, on est capable
d'être aussi des très bons commerçants et qu'on est capable de commercialiser nos propres produits. Voilà. Moi, l'idée que je me suis fait de l'artisanat d'art de demain, c'est un artisanat d'art où l'artisan maîtrise son sujet et tend à maîtriser aussi le sujet de la partie commerciale et donc optimiser donc toute cette chaîne de valeur entre la production jusqu'à la vente, la commercialisation. Voilà de quoi vient en fin de compte l'idée de la marque et du développement de l'entreprise. Donc c'est très intéressant. Effectivement, on voit beaucoup d'artisans qui passent peut-être pas assez de temps ou développent pas assez le côté commercial et du coup ça peut poser un problème dans le développement de la marque. Et donc quand vous étiez petit, vous baignez dans l'horlogerie et la joaillerie. Est-ce que vous avez des premiers souvenirs marquants à ce sujet? Peut-être des choses que vous... Moi, je me souviens, mon père était aussi artisan, pas du tout dans le même domaine, mais j'étais aussi dans son atelier. Et voilà, je le regardais faire, je faisais un peu les mêmes choses que lui. Peut-être c'était un peu le même. Est-ce que vous avez peut-être un peu le même type de souvenir? Est-ce que vous avez essayé de faire les mêmes choses que votre papa? Alors, bien entendu, moi j'ai des souvenirs qui sont fort agréables, hein. Je veux dire, avant les années 90, on habitait au-dessus de l'atelier, hein, donc il n'était pas rare, il était plutôt fréquent que je m'endorme dans les escaliers au son et au bruit des tic-tac, des bruits d'établis, des pinces et des différents outils, des tours que papa utilisait pour usiner des pièces ou fabriquer toute ou partie d'une montre ou toute ou partie d'une horloge. Donc voilà, aussi les odeurs c'est super important. Je pense que rien que de vous en parler, je me rappelle de l'odeur de l'huile de coupe qui vient brûler au fur et à mesure que l'outil de coupe vient décolleter ou usiner une pièce d'acier ou de laiton. Voilà, donc forcément, bah, voilà, ça c'était très intéressant. Je pense que quand je vois ma petite sœur, elle est moins empreinte forcément de ce type de souvenir, puisque après les années 90, on s'est déplacé et la boutique était dans un lieu et nous vivions en appartement dans un autre lieu. Donc finalement, on voit que même si on a eu la même éducation, elle et moi, eh bien, elle était moins impliquée dans le travail d'atelier. C'est-à-dire, moi, j'ai très vite été attiré par le travail de la matière, le travail de l'atelier, que Lydia, elle, était plus attirée par la partie plus administrative ou commerciale que ma maman gérait parfaitement bien aux côtés de papa. Donc finalement, vous voyez, nos parents sont les mêmes, mais en fin de compte, nos ressentis sont différents, ce qui fait qu'on a une application différente dans l'entreprise familiale. Mais techniquement, moi je le vois avec mes enfants, donc j'ai la chance d'être papa de 5 enfants, et aujourd'hui, eh bien, tous les enfants ont eu la chance à un instant T de venir à l'atelier, de découvrir et de voir aussi les évolutions, les techniques et autres. Et forcément, moi, je garderai toujours ça à l'esprit. C'est au plus jeune âge qu'on arrive à planter, en fin de compte, la graine de la passion, quoi. Ouais, Donc, forcément, voilà. je suis totalement d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez à côté de votre atelier encore ou est-ce que vous avez choisi d'avoir deux lieux séparés, un lieu pour faire vos créations et un lieu pour vivre? Est-ce que vous avez choisi de... À tort ou à raison, je peux pas dire, et puis loin de moi l'idée de conseiller qui que ce soit, mais je constate que à l'époque où on travaillait, où papa travaillait trop proche de la maison, il y avait, comment dire, une perméabilité trop forte entre la vie professionnelle et la vie Hmm, personnelle, ouais. dans le sens où ben, vous ne pouvez pas empêcher un client, bon ou moins bon, peu importe, hein, c'est pas le sujet, mais un client de venir sonner à votre porte privée pour avoir des renseignements sur une réparation Hmm, ou un bilan en cours. Voilà. Donc je dirais que mon épouse et moi, nous avons décidé de scinder un petit peu les deux univers. Mais on habite à 200 mètres. C'est-à-dire ouais. que je veux dire, quelqu'un qui souhaite nous voir, il nous verra. Moi, je dis souvent en rigolant, vous me voyez la semaine en tant que professionnel et patron de l'entreprise Bianchi, et vous êtes susceptible de me voir dans mon jardin en bottes et en short. Cela ne me dérange pas parce que c'est aussi ce que nous sommes. Nous sommes avant tout des humains. Et je pense aussi que l'artisanat d'art, même si aujourd'hui on le fait à plus grande échelle, eh bien c'est un rapport et comment dire, un échange Hmm, d'humain à humain. Donc bon, ça ne me pose aucun souci. Je suis commercial de ma propre marque, mais je reste artisan de ma marque. Je suis l'artisan au quotidien avec mes collaboratrices et mes collaborateurs hmm. de la réussite de notre marque.
aujourd'hui, vous avez mentionné votre sœur. Est-ce qu'elle travaille actuellement avec vous? Alors Lydia a fait un autre choix, hein. Elle a décidé, donc, à un moment donné, en 2008, donc vous le citiez, où on a créé la société Bianchi. On a transformé l'entreprise individuelle en société à responsabilité limitée, où ma sœur était clairement associée de la réussite. Et elle a décidé de poursuivre sa vie parce qu'elle, elle est avocate de métier. Et donc, à un moment donné, je peux comprendre que ses ambitions étaient tout autres. Donc, elle a scindé sa route avec nous, mais elle reste régulièrement quand même à l'affût de l'évolution et elle reste bien entendu très proche de moi en ce qui concerne d'éventuels conseils ou d'éventuels développements. Hmm. Puisqu'elle a un métier qui est passionnant, elle est donc aux fusions-acquisitions en tant qu'avocate. D'accord. Ok, je vois. Voilà. Donc, dans les années 90, vous avez rajouté la joaillerie à votre offre d'horlogerie, Oui, si j'ai bien noté. C'était principalement de l'achat-revente, c'est bien ça? absolument, absolument. Donc ça a duré donc jusqu'en dans les années plus ou moins 2000, Hmm. puisque moi entre 2000 et 2003, j'ai commencé à avoir suffisamment de compétences pour de temps à autre permettre de pouvoir répondre à certaines demandes. Et à l'époque, il n'y avait pas encore la loi d'interdiction de l'entraide familiale, donc ben, il y a une forme de perméabilité qui s'était faite et je Hmm. faisais tout le temps deux, trois petites choses pour mon papa. Mais c'est vraiment en 2006-2008 que je suis arrivé dans l'entreprise. Je ne suis pas au courant, vous avez mentionné l'interdiction de l'aide intrafamiliale. De quoi s'agit-il? Je connais pas. À l'époque, on pouvait travailler en famille. On pouvait travailler en famille. Ouais, C'est un peu comme le même statut que conjointe collaboratrice. C'est-à-dire d'accord, conjointe collaboratrice, vous aviez votre femme qui était dans l'entreprise, mais qui était pas payée. d'accord. C'était le pari fiscal de l'époque. Voilà. Et ça, c'est plus d'actualité, il me semblait que ça. Heureusement que c'est plus. Enfin, ça peut l'être encore, malheureusement, d'actualité, mais j'espère pour tous les dirigeants d'entreprise, artisans installés à leur compte, j'espère qu'ils arrêtent de le faire parce que ça me semble contre-productif. Ok, ouais, C'est ce qui a je vois tout. poussé en fin de compte, si vous voulez, en off, c'est ce qui a poussé un peu en fin de compte le problème suivant qui est en fin de carrière d'une femme dirigeant d'une entreprise artisanale Hmm. se retrouver sans retraite. Ouais, je vois tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends tout à fait, ouais. Je pense que je suis plutôt pour cette vision qui est de dire que l'entraide familiale est interdite Hmm. et que techniquement le statut de conjoint ou conjointe collaboratrice est un mauvais statut dans le sens où la personne travaille à temps plein mais ne bénéficiera pas d'une retraite Ça, à la ça, suite. ça part de bonnes intentions, mais à la fin, c'est pas forcément, surtout au niveau de la retraite, c'est vrai que c'est très pénalisant. Oui, j'ai un cas dans ma famille, donc je vois tout à fait de quoi vous parlez. Voilà. Au niveau de la joaillerie, donc Oui. vous avez commencé à faire vos propres montages de joaillerie à partir des années 2000, c'est bien ça? Alors moi, j'ai eu la chance de commencer très tôt, puisque bah, du fait que j'étais, comme je vous l'ai dit, hein, amené à découvrir d'autres ateliers que celui de papa en sous-traitance, eh bien, ça m'a permis de très rapidement, vous savez, quand il y a un gamin qui rentre dans un atelier, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lui dit, ben, viens voir, je te montre ceci, je te montre cela. Donc, moi, j'ai eu cette chance de baigner dedans très rapidement et j'ai fait des choses. Alors, à l'époque, c'était très marrant. D'ailleurs, j'invite à tous les jeunes gens qui veulent faire ce métier de commencer par une très belle expérience qui est de prendre de la maille gourmette, hein, donc c'est-à-dire, vous savez, les gourmettes qu'on avait en argent à l'époque. Oui. Vous prenez une maille gourmette, vous les soudez, hein, vous soudez tous les anneaux et vous venez les mettre en rond pour faire une bague. Et en fin de compte, moi étant gamin, j'ai commencé en faisant ça. Ensuite, mes amis et moi qui étions à l'école, on a tous fait un bracelet avec une fourchette en argent ou une cuillère en argent. Enfin oui, en fait, il faut bien vous dire que quand on apprend le métier, au début, c'est très frustrant parce qu'on doit beaucoup apprendre, beaucoup faire sa main. Et en fait, chaque étudiant, enfin chaque scolaire et étudiant du métier se cherche en fin de compte des petits éléments de ci, de là qui vont lui donner un peu plus d'attractivité en termes de métier. Hmm. Alors aujourd'hui, c'est la CAO, Oui. mais chez nous, à l'époque, il n'y avait pas de CAO, il n'y avait pas autant d'ordinateurs qu'aujourd'hui, il n'y avait Hmm. pas de téléphone portable et autres. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est que on allait taper dans des choses que les gens n'utilisaient plus, c'est-à-dire l'argenterie, Hmm. et on le transformait
en bracelet, en Et pendentif. est-ce que ça revient pas un petit peu, ça? Parce qu'il y a tout un mouvement de l'upcycling. Alors, On- certainement, alors on peut pas être à l'affût de tout ce qui revient ou de ce qui ne revient pas, mais dans tous Hmm, les cas, je crois que c'est assez marrant. La mode, c'est un éternel recommencement, hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment une continuité dans les modes. On pense que bah, ce qui est passé, et c'est mort et enterré, mais pas du tout. ouais. Au contraire, à un moment donné, vous avez un mouvement qui a eu lieu dans les années 70-80 qui va ressortir, ressurgir Hmm, dans les années 2020, 2025 ou 2030. Et c'est peut-être aussi le constat humain qu'on peut faire. Un jour, un professeur me disait, l'être humain est très psychologique, hein, on est psychologique. Et qu'est-ce que c'est la psychologie? Ben, c'est éventuellement, dans un monde d'instabilité, chacun d'entre nous, on recherche des bouées de sauvetage intellectuel et psychologique. Donc, on va rechercher des choses qui nous font penser à un temps qui nous semblait à nous un temps plus stable. plus Ouais. et donc, forcément, bah, oui, oui, vous avez des choses comme ça qui reviennent et on peut voir fleurir des idées qui semblent être très modernes, mais qui, Hmm, en fin de compte, ne sont que le remake de ce qu'on ouais. faisait dans les années 90, nous, en tant qu'étudiants. Hmm. Et donc vous avez mentionné la CAO, je crois que vous utilisez des imprimantes 3D pour Après, travailler certaines de vos pièces. Ça, c'est des choses que vous avez expérimentées avec le temps ou vous avez vu venir ces technologies apparaître et vous avez dit tiens, il faut que j'essaie de l'intégrer dans mon processus créatif? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié à l'école? Je sais pas. alors moi, je suis un peu la génération intermédiaire. Hein, j'ai cette chance. Alors, c'est une position qui est un peu délicate, mais qui est à la fois hyper intéressante. C'est-à-dire que moi, j'étais formé par des anciens. Et en même temps, les anciens, on leur a demandé à l'époque, hein, donc les anciens professeurs, on leur a demandé de se former aux nouvelles technologies. Hmm, Donc j'ai vu les balbutiements de la nouvelle technologie arriver. Hein, je vous parle de ça il y a 20 ans en arrière. Toutefois, je vais être très franc et très honnête avec vous. Il y a 20 ans en arrière, on avait déjà tout. On avait les ordinateurs, les logiciels, les imprimantes 3D. hmm, La seule chose, c'est que le niveau de développement de ces outils était tel qu'ils étaient ou extrêmement chers de s'équiper, hmm, ou c'était extrêmement lent de produire. Et que souvent, quand on lançait une machine à la production de cire castable dans la nuit, ben, le lendemain matin, on arrivait, les buses, elles étaient bloquées, la machine, elle s'était mise en rade, etc., etc. Donc, hmm. techniquement, je vais être très franc avec vous, même si j'avais une certaine appétence, parce qu'on a toujours l'informatique, ça, on le voit bien, hein, c'est pas une question de génération, c'est une question que ben, on a tous eu cette appétence Hmm. à, à aller travailler sur des logiciels, etc. Bien qu'ils étaient nettement moins ergonomiques et moins agréables qu'ils le sont aujourd'hui, mais dans tous les cas, il y a 20 ans en arrière, c'était pas dans la même dynamique qu'aujourd'hui. Hmm. Donc, j'ai forcément, par constat, c'est peut-être un constat d'échec aussi, quelque part. J'étais obligé de remiser cette nouvelle technologie de côté. Et c'est seulement là, depuis 5 ans, que certaines nouvelles technologies sont remises au goût du jour. Hmm. Donc c'est pour ça que vous avez bien raison. Nous travaillons aujourd'hui beaucoup en CAO pour tout ce qui est développement de produits. Et impression 3D, ça nous sert exclusivement pour l'instant à imprimer le modèle en 3D pour le présenter au client Hmm. pour avoir la validation. Hmm. Après, si vous me posez la question, je dirais de l'avantage financier. Je pense techniquement aujourd'hui que malgré l'accessibilité financière de ces outils, je pense quand même que c'est encore extrêmement énergivore. Hmm. Ça demande énormément d'investissement. Pour vous dire, aujourd'hui, nous avons une personne à temps plein qui est au développement produit en CAO, Hmm. tellement que ça prend du temps. Et que parfois même, nous, en tant que bijoutier joaillier, on va Prêter main le forte. soutenir. Hmm. Ouais, donc vous l'utilisez pour faire du prototypage rapide et depuis 4-5 ans vous y remettez parce que les performances deviennent intéressantes pour vous C'est ça. dans le développement. Euh, Quelle part représente l'horlogerie aujourd'hui chez vous? Est-ce que ça a toujours une part prépondérante ou vous axez plutôt votre marque sur de la vente de la joaillerie?
Alors aujourd'hui, l'horlogerie représente entre 25 et 30% de notre chiffre d'affaires. Et le restant, donc, c'est essentiellement de la joaillerie, bijouterie, joaillerie. Alors, après, il faut distinguer dans ces deux domaines d'activité qu'il y a toujours une part de révision, réparation, entretien, et une part de création, transformation. Ouais. Hein, et on est bien d'accord, je mets la transformation avec la création parce que ça demande Hmm. un état créatif pour faire de la transformation. Hmm. Aussi bien en création, c'est naturel de Hmm. parler de créativité, mais il faut quand même pas oublier que dans la transformation, il y a un état créatif qui est aussi très important. Hmm. Mais l'entretien, la réparation et la transformation sont très complémentaires les uns des autres. Voilà. On ne peut pas transformer si on ne sait pas réparer ou entretenir. C'est sûr. Donc, vous voyez, on est dans une entreprise où il y a une forme d'unicité qui s'est faite. Après, on est bien d'accord que l'entreprise étant née sur la base horlogère, on aurait pu croire Hmm. que l'horlogerie aujourd'hui soit le premier secteur d'activité, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Parce que, encore une fois, en termes de développement et de potentiel de développement, je pense que l'ouverture d'esprit en joaillerie est telle que Hmm. l'horlogerie l'a rattrapé. Et en même temps, l'horlogerie est un métier extrêmement difficile, extrêmement pointu, et qui vous met souvent dans un moment de difficulté intellectuelle, dans le sens où, moi je dis souvent, dans la réparation ou dans la restauration, mes amis artisans pourront me rejoindre assez facilement. C'est pas parce que vous faites la meilleure roue, le meilleur engrenage, la meilleure révision que votre montre ou votre horloge ne va pas s'arrêter 24-48 heures après. Vous voyez. Tandis que en bijouterie joaillerie, il est très peu fréquent ou voire rarissime, voire impossible, que d'un jour à l'autre, vous n'ayez pas avancé dans votre démarche créative ou dans votre démarche de restauration. Ce sont vraiment deux métiers totalement différents, avec des philosophies de vie totalement différentes. Hmm. Voilà. Le passionné en horlogerie aura beaucoup plus de mal à son développement professionnel que le passionné en bijouterie joaillerie, rien que par, je dirais, la nomenclature et l'ADN des métiers de vie. Hmm. Justement, comment vous gérez cette dualité un petit peu? Est-ce que vous avez des je sais pas, des astuces pour gérer cette dualité au quotidien ou Je dirais que la compréhension, la temporalité n'est pas la même, hein. C'est-à-dire que l'accompagnement de l'équipe horlogère n'est pas le même que l'accompagnement d'équipe en bijouterie, dans le sens où on sait que les résultats, on les obtient d'une façon totalement différente. Mais après, je dirais que sur le long terme, avoir une entreprise qui détient les deux savoir-faire, les deux domaines, c'est hyper intéressant parce que ça permet au bijoutier joaillier d'être nettement plus humble sur sa compétence, sur sa qualité, hmm. voilà, sur tout ce qu'il fait. Et en même temps, ça donne aussi à l'horloger la possibilité de voir que c'est possible. Donc, en fin de compte, moi, je vois beaucoup les secteurs comme étant des secteurs qui peuvent se développer inlassablement, côte à côte, main dans la main. C'est aussi pour ça que vous avez, commercialement parlant, sur beaucoup de façades de mes amis commerçants, horlogers, joailliers, créateurs. Voilà, bon, Hmm. ils ont tendance, eux, à mettre tout dans la même marmite. Moi, j'ai plutôt tendance à un petit peu plus scinder les choses. Je sais que les besoins par secteur ne sont pas les mêmes. Je sais que l'accompagnement intellectuel et psychologique n'est pas du tout le même. Hmm. Mais à la fois, moi, je puise énormément de techniques pour la bijouterie-joaillerie chez les horlogers. Ouais. Et les horlogers puisent énormément de créativité dans le secteur bijouterie-joaillerie. Donc, vous voyez, il y a une forme d'imperméabilité de philosophie, mais il y a aussi une perméabilité en termes de transfert de technique Hmm. et transfert de créativité. Donc, ce qui semble être un talon d'Achille en horlogerie est pour moi, en tant que bijoutier joaillier, un véritable vecteur de développement. Ouais, C'est pour ça je pense que c'est une grande que même richesse. si la rentabilité n'y est pas, eh bien, Bianchi a décidé de conserver le métier d'horloger et même encore plus. Aujourd'hui, le secteur horloger, c'est le premier secteur d'investissement de l'entreprise. Donc, on investit énormément dans ce secteur-là, Hmm. parce que c'est un secteur qui, même si on ne le voit pas au premier abord, c'est quand même un secteur qui est clé de l'entreprise, rien que pour les techniques et rien que pour le développement, on va dire, technologique de l'entreprise. Je pense que c'est une grande richesse. Et justement, peut-être cette dualité dont vous faites face au quotidien vous a peut-être permis justement de penser à utiliser des approches
technologiques comme l'impression 3D à des process créatifs plus naturellement que pour d'autres personnes. Donc finalement, ça crée une ouverture d'esprit plus Vous avez grande. complètement raison, dans le sens où, ben déjà, quand vous faites un investissement, le fait de vous dire que ben voilà, vous avez un secteur qui est susceptible d'utiliser et donc de préfinancer 10, 15, 20% de l'outil, eh bien, ben, vous savez que ben, l'autre ne va pas financer la totalité. Donc, même s'il en a besoin, souvent, ça peut vous sembler étonnant, mais il y a certaines machines qu'on va acquérir pour un secteur bien défini. Donc, je donne un exemple simple, hein. On va investir dans une machine d'impression 3D en bijouterie joaillerie parce qu'on en a besoin pour présenter des prototypes à la clientèle. OK, soit. Eh bien, il faut savoir que ce qu'on utilise pour la clientèle en bijouterie joaillerie, ben, c'est intéressant pour la production en horlogerie parce que les horlogers sont susceptibles de fabriquer des supports. Oui. C'est-à-dire que quand ils prennent un mouvement de montre ou qu'ils ont besoin d'un support un peu particulier pour aller polir une pièce de montre et épargner, hein, donc protéger une autre partie, Mm. ben, mon dessinateur 3D peut dessiner un outil qui va aider l'artisan horloger à prendre la pièce en main parce qu'elle est trop petite, parce que ceci, parce que cela, etc. Et ça nous prendrait beaucoup plus de temps Mm. d'aller usiner un support de cette propre pièce en métal, tandis que de le faire en résine 3D, ben Mm. forcément, c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus ergonomique. Voilà, Mm. donc initialement, l'impression 3D va nous servir aux maquettes en joaillerie, mais finalement, de temps à autre, alors pas tout le temps, hein, je vous l'accorde, mais de temps à autre, et ce temps à autre, c'est quoi? C'est peut-être 5% du temps, c'est peut-être 10% du temps, c'est peut-être 20% du temps. Mais finalement, c'est ce qui fait que bah, l'un et l'autre se permet d'évoluer autant que nécessaire. Mm. C'est très intéressant, ça permet d'accélérer la créativité et puis dans l'autre sens, ça permet de récupérer des techniques euh, qui peuvent servir J'ai un très bon quotidien. exemple qui me vient à l'esprit. On a eu une chaîne en or à fabriquer complètement à la main. Donc, vous voyez, là, on n'est plus du tout en état technologie. Voilà, on retombe dans le travail manuel. Souvent, vous avez une période un peu stratégique à la fin d'année en joaillerie, hein. Je pense que tous les auditeurs s'en douteront, mais et vous-même aussi, c'est au mois de décembre, bah, on livre l'essentiel de notre production. On va dire qu'on fait à peu près 2 mois et demi de notre chiffre d'affaires annuel Mm. au mois de décembre. Vous imaginez qu'est-ce que ça représente en termes de production? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, en tant que commercial VRP de l'entreprise, j'ai accepté la commande du client sans même savoir comment j'allais le faire avec le peu d'équipes que j'avais à disposition, puisqu'on était déjà tous surchargés en termes de travail en joaillerie. Et on fait une réunion pour voir un peu comment on va s'en sortir en termes de production et comment on va réussir à livrer. Et à l'époque, je me souviens encore comme si c'était hier, l'horloger, mon second en horlogerie, me dit, mais Alexandre, on pourrait faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est-à-dire que lui avait l'esprit tellement libre parce qu'il n'était pas dans la production de livraison de fin d'année, puisqu'en horlogerie, il y a moins de livraison stratégique sur la période-là. Mm. Il était tellement libre qu'il a vu une solution extrêmement logique que franchement, de vous à moi, peut-être que j'aurais pu avoir cette même réflexion dans un moment plus doux en termes de production. Mm. Lui, naturellement, et bah, qu'est-ce que je lui ai dit? Bah, je lui ai dit, écoutez, vous pensez que vous êtes susceptible de pouvoir la mettre en place? Il me dit, écoutez, oui, parce que ce sont des techniques qu'on peut utiliser en horlogerie, on peut le faire, on a un peu moins de boulot que vous, si ça vous arrange, on le fait. Et bien finalement, les horlogers ont créé 60 centimètres. Alors ça va vous paraître anodin, mais ils ont créé 60 centimètres de chaîne en or, une chaîne de plus de 40 grammes. Donc en termes de chiffre d'affaires, c'était un chiffre d'affaires conséquent. Et ensuite, moi, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que je décide? Ben, je décide de mettre à leur chiffre d'affaires ben, quelque part la pièce qui a été faite. Ouais. Donc, là, à un moment donné, vous voyez, c'est aussi l'avantage d'avoir une équipe qui est diversifiée. Ouais. C'est qu'à un moment donné, ben, on peut éventuellement diluer la charge de travail sur plusieurs. C'est un peu un transfert de compétences, si vous préférez. Ouais. Voilà. Et ça, c'est l'avantage de l'entreprise artisanale avec un ADN familial qui permet en fin de compte cette transmission, cette transversalité Mm. de tel type de poste. C'est un excellent exemple. Oui, ça permet un échange de savoir
plus facile, plus horizontal. Euh, Diriez-vous que vous êtes plus créatif que votre papa? Vous avez parlé un petit peu de votre papa au début, qui est peut-être plus dans un métier d'horlogerie pure, enfin à 100%. Moi, je ne dirais pas que je suis plus créatif. Je suis un créatif différent. Parce que l'horloger, il est Il est créatif. créatif aussi, oui. Il est créatif. L'horloger, il crée des techniques, il se remet en question. Vous savez, moi, des fois, je dis que l'horlogerie, c'est aussi comme un détective. C'est-à-dire que, dites-vous bien que vous et moi, on voit la montre moderne qui a été fabriquée il y a 10 ou 15 ans. L'horloger, il va la démonter, la remonter, etc., etc. Voilà. Bon, ça, c'est pas de la créativité, je vous l'accorde. Mais à côté de ça, vous avez mes horlogers, hein, mes collaborateurs horlogers, qui vont démonter une vieille dame qui a 50, 60 ou 200 ou 300 ans, d'accord? Ils doivent, quand ils la démontent, Bien le vendre. réfléchir Ouais. à comment elle a été faite, qu'est-ce qui fait qu'elle ne fonctionne pas ou qu'elle fonctionne mal, et trouver en fin de compte la solution pour qu'elle refonctionne. Je pense qu'ils sont hyper créatifs. Après, c'est une créativité plus cartésienne. Hmm. Et c'est peut-être aussi pour ça que je ne fais pas ce métier. Vous voyez, c'est pour ça aussi que, voilà, c'est pour ça qu'un horloger ne peut peut-être pas être bijoutier joaillier et qu'un bijoutier joaillier ne peut pas être un horloger. Vous voyez, Hmm. c'est parce que notre créativité n'est pas du tout la même. Hein. Mais il y a toujours de la créativité, oui. Voilà. Et à quel moment, peut-être dans votre jeunesse, vous vous êtes rendu compte que vous avez plus d'appétence pour la forme de créativité qui est la vôtre, qu'une forme de créativité plus cartésienne, plus dans la découverte, le démontage, comprendre qu'est-ce qui a été fait comme travail par le passé. Parce que déjà, je l'ai fait un petit peu avec papa. Ça, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire que je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais démonté mon premier réveil. Vous savez, les gros Oui, réveils là, avec les deux cloches qui sont sur le dessus ouais. et qui tapent. Voilà, bon, ça, c'était l'entreprise Bayard qui fabriquait ce genre de pièces. Donc là, j'en ai démonté, remonté plein. Et finalement, je pouvais remarquer que bon, voilà, ça se passait comme ça, comme ça, comme ça. Et c'était difficile de remettre cela en question. On peut, mais pas sans difficulté. Et je dirais que moi, vous savez, avant de décider de devenir bijoutier joaillier, j'ai voulu faire cuisinier parce que je me souviens, ma maman, quand elle faisait la cuisine, c'était super créatif. Hein, Hmm. et c'est une créativité qui est plus facile, qui est plus aisée, qui est plus naturelle. J'ai voulu faire aussi paysagiste parce que j'aime beaucoup les différentes couleurs que la nature nous offre, etc. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, la bijouterie-joaillerie, ça paraît loin de ces deux métiers que je viens de vous citer, mais c'est très proche finalement. Parce que la cuisine, vous avez des odeurs, vous avez des couleurs, vous avez une préparation, un préparatif, mais vous avez aussi un coup de feu. Hein. C'est-à-dire que je me suis éloigné de la cuisine parce que finalement, je me suis dit, c'est-à-dire qu'il y a un coup de feu. On Ouais. a un temps bien déterminé, etc. Et moi, je m'en suis pas senti capable. Vous voyez, en fait, je pense qu'on choisit un métier par rapport à ses capacités et ses incapacités. Je me sens pas capable de travailler pendant des heures et de Hmm. faire un sans faute devant le client. Donc, je n'ai pas fait de cuisine. Je me suis plutôt allé vers ou le paysagiste ou le bijoutier. Et quand je me suis interrogé pour le côté paysagiste, eh bien, je me suis dit, OK, c'est bien, mais avant de voir le résultat, il faut 10 ans. Parce que vous préparez le Ouais. terrain, vous organisez des choses, vous plantez, etc., Ouais. etc. Et puis après, ok, c'est beau, Ouais. mais c'est pas fini. Et c'est la nature qui finit. Et la nature, elle va mettre 10 ans, éventuellement, si ce n'est pas plus, pour mettre tout ça en valeur. Et en fin de compte, personnellement, moi, je suis arrivé à la bijouterie-joaillerie parce que finalement, là, le sujet nature, on l'a, parce que les pierres, c'est bien la nature qui l'a créé. Ouais. Le métal, c'est bien la nature qui l'a créé. Et moi, je ne suis que juste le chef d'orchestre de toutes ces matières, mais en l'espace de quelques dizaines d'heures, eh bien, on arrive à faire une pièce de joaillerie ou on arrive à faire une pièce de bijouterie. Voilà. Donc, voilà le cheminement qui m'a amené à ce résultat. Alors, vous avez le droit de vous dire, OK, dans la tête d'un gamin de 9 à 15 ans, comment on fait ce cheminement? Je répète, moi, je suis tombé dans le métier, je suis tombé dans la marmite quand j'étais gosse. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un papa artisan? Je pense que vous en savez quelque chose. Quand on a un papa artisan, quand on a une famille d'artisans, on est peut-être un peu plus confronté à la vie réelle. Hmm. Hein.
Donc, on a peut-être une appétence un peu plus aisée à prendre des bonnes décisions. En tout cas, c'est un de mes plus bels héritages. D'être plus pragmatique, oui, sur certains. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Et, euh, et avoir fait ce cheminement de pensée entre 9 et 15 ans, moi je trouve ça incroyable. Il y a des gens qui passent toute leur vie à comprendre ce qui leur convient ou pas, ce qui les touche. Et donc vous avez remarqué que c'est plus une créativité dans l'expression qui vous convient. Et vous avez remarqué donc vous avez besoin d'un feedback plus court en bon français. Vous avez besoin de voir tout de suite le résultat. Donc je trouve ça très intéressant comme, euh, comme découverte de soi. À quel moment vous avez décidé de reprendre Maison Bianchi? Est-ce que ça s'est fait naturellement au fil de discussions avec votre père, ou est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je pense que, à dire vrai, comme dans la tête de tous les enfants, à un moment donné, il y avait cette petite envie. Hein. Il y Hmm. avait cette envie, mais il y avait aussi c'est un peu cette défiance. C'est-à-dire que vous savez, quand vous êtes l'enfant d'eux, vous avez cette défiance et vous avez vous n'êtes pas trop bien. Vous Hmm. voyez ce qui se passe à l'extérieur, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Bon, vous avez vu vos parents s'investir, vous connaissez un peu leurs résultats, vous connaissez leurs défaites, vous connaissez leurs conquêtes et leurs réussites. Donc moi, d'abord, dans un premier temps, je ne vous cache pas que j'étais plus happé par des grandes maisons, des maisons qui étaient déjà installées, positionnées, mais pas du tout positionnées pour la reprise d'entreprise. Après, je dirais que cette envie de liberté, quand je dis cette envie de liberté, je n'avais pas compris combien ça allait me coûter. C'est pour ça que des fois, je dis toujours attention à ce que l'on appelle liberté. Hmm. Moi, pour moi, la liberté, c'est la liberté de prendre des grandes décisions et de les appliquer. Par contre, prendre des grandes décisions et les appliquer, ça veut dire que je vais payer la facture. Payer la facture, quand on a 20 ans, on n'a pas compris ce que ça veut dire. Quand on a 30 ans, on commence un tout petit peu à comprendre, mais on n'a pas encore compris. On comprend le jour où on les paye vraiment. Hmm. Et la plus grosse facture que moi je paye au quotidien, c'est la perméabilité de ma vie professionnelle avec ma vie personnelle. C'est-à-dire que il n'y a pas de vie personnelle, il n'y a pas de vie professionnelle, il y a une vie. Hmm. Voilà. J'appelle vraiment la perméabilité. Mais techniquement, je dirais que je pense que je ne savais pas ce que cela voulait dire, parce que si je le savais, je l'aurais, à mon avis, pas fait. Voilà. Hmm. Je vous dis franchement, euh, parce qu'en France, on a deux possibilités. Ou de rester tout petit toute sa vie, Hmm. et à chaque changement de température ou de temps, eh bien, votre entreprise est mise en déroute. Ou vous décidez de devenir une entreprise structurée, et là, l'ambition n'est pas la même. Hmm. Et là, vous devez foncer dans les investissements, vous projeter, faire des emprunts pour une vision stratégique que vous êtes le seul à avoir. Et encore en plus, il faut embarquer du monde parce que maintenant, vous n'êtes plus capable de le faire seul. Hmm. C'est-à-dire qu'avant, papa, maman et moi, nous étions capables de faire 100% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, maman, papa sont absents dans l'entreprise puisqu'ils ont pris leur retraite. Alors, ils viennent de temps en temps, comme je vous l'ai dit, mais ils sont plus à l'opérationnel, plus à la réalisation de chiffre d'affaires. Et donc, il faut clairement embarquer les gens. Ouais. Et je peux vous assurer de quelque chose, c'est que c'est complètement utopique de vouloir embarquer quelqu'un qui ne paye pas la facture. Ouais. Voilà. Donc, et dans un monde où techniquement il n'y a pas une minute où il n'y a pas un changement quelque part qui s'opère à droite ou à gauche. Donc techniquement, je ne pensais pas qu'à 43 ans, je ne ferais plus que 23% de mon temps, mon métier, et Hmm. encore 23% de mon temps, c'est parce que je fais mon métier de 19h à 2h du matin. Et ça, quand on le dit, ça ne peut pas être compris parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Donc, mes amis artisans qui ont décidé de devenir des entreprises un peu plus importantes ou plus conséquentes, eh bien, peuvent le comprendre. Mais tous mes amis artisans qui ont décidé de travailler plus petitement, quand je dis Hmm. petit, c'est avec une entreprise à échelle vraiment très basse, quasiment invisible économiquement parlant, eh bien, ne peuvent pas comprendre et donc, de ce fait, peuvent donner une image de facilité à faire de l'artisanat en France. C'est extrêmement compliqué, mais c'est extrêmement valorisant.
C'est-à-dire que quand on a une défaite, on prend la défaite en plein cœur, mais quand on a une réussite, déjà la réussite, on la partage avec Ouais, l'ensemble de l'équipe. ouais. C'est quand même beaucoup plus intéressant de partager sa réussite en équipe que de la partager avec soi-même. Et, mais ça reste quand même plus spartiate et on va dire que l'artisanat d'art, c'est pas quelque chose d'extrêmement dynamique, donc on est vraiment sur une projection à très long terme. En tout cas, vous l'avez dynamisé en utilisant par exemple l'impression 3D et toutes ces choses, et votre Et- vision de ah oui, oui, l'artisanat oui, d'art. Euh, complètement. Je pense que l'artisanat d'art, si vous la faites comme je la faisais il y a 15 ans ou 20 ans, vous faites une croix dessus, quoi. C'est pas la peine. Déjà, vous embarquez personne. oui, j'imagine que ça peut-être malheureusement ça intéresserait peut-être moins de monde. Diriez-vous qu'un des plus gros défis que vous ayez eu est le côté gestion de l'humain? Enfin, on entend souvent les entrepreneurs dire que finalement gérer l'humain c'est quelque chose qui devient prépondérant dans la vie d'une entreprise et que parfois ça peut prendre plus d'énergie que l'opérationnel ou ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si c'est gérer l'humain qui pose problème ou se gérer soi-même qui pose problème. Ouais. C'est-à-dire que, vous savez, se dire, voilà l'entreprise que je veux, Mm. voilà ce que je suis, voilà l'entreprise que je veux, ok, c'est bien. Mais le temps qu'on est seul, c'est facile. Après, quand vous commencez à embaucher de l'humain, Mm. il faut admettre, il faut être conscient que ce que vous avez décidé avant leur arrivée, c'est vous voulez appliquer à vous-même. Donc c'est très facile de s'appliquer quelque chose qu'on a décidé Mm. plutôt que de faire appliquer quelque chose que les gens n'ont pas décidé. Ouais. Donc je pense que la première chose, moi j'ai eu un très gros travail à faire sur moi-même et j'ai encore un très gros travail à faire sur moi-même, c'est-à-dire que il faut comprendre que l'entreprise que l'on veut, Mm. ce n'est pas l'entreprise que les gens souhaitent. Mm. Et il faut les embarquer. Pour les embarquer, ben, je pense qu'il faut faire deux pas vers eux pour qu'ils en fassent un vers soi. Mm. Vous savez, quand on cite des grandes réussites, moi, ça me fait toujours doucement sourire. Parce qu'on cite des grandes réussites, des grandes entreprises que je ne citerai pas là, mais vous prenez des grandes entreprises modernes qui vont dire et vont afficher des chiffres d'affaires colossaux. Voilà. Il faut quand même pas oublier que souvent le canevas de ces entreprises-là, c'est où ils achètent et ils revendent, Mm. où ils font produire dans des pays où de toute manière la soumission fait partie de l'ADN du pays. Ouais. Alors excusez-moi, mais moi j'ai pas envie d'avoir du personnel soumis, je n'ai pas envie d'avoir des gens qui ont la peur au ventre quand ils arrivent le matin, et je crois pas qu'on puisse attirer ce qu'il y a de mieux dans les gens si on fonctionne de cette façon. Mais si on regarde la réussite des uns et des autres, c'est où le monde industriel, Mm. donc c'est-à-dire qu'on prend des humains pour faire des robots, Mm. hein, pour être des robots, hein, on transforme des humains pour en faire Mm. des robots, donc il n'y a pas d'âme, il y a très peu d'âme dans ce qu'ils font, et on leur demande pas leur avis. Mm. Tandis que moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de laisser l'humain au centre du système, et je crois que l'humain peut apporter énormément de choses, un peu à l'image d'une start-up, mais d'une start-up dans l'artisanat. Et ça c'est vrai que c'est pas évident. Je m'y confronte au quotidien, et oui, je pense que le premier à se remettre en question, c'est le chef d'entreprise et pas le salarié. Voilà. Et on remarque que ça vous met à l'abri quand même de tout ce développement de l'intelligence artificielle, parce que finalement tout ce qui est manuel, tout ce qui est artisanat d'art, va rester protégé très longtemps. C'est vraiment Je la crois pas. chose la plus complexe. Je ne crois pas. Hmm. Je ne crois pas. Je pense que ça nous met à l'abri. Vous avez raison dans un premier Dans temps, un premier temps, ouais. mais je ne crois pas dans un second temps, parce que l'intelligence artificielle, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver pour l'humanité, et c'est peut-être la pire chose du moment où c'est mal utilisé. Hmm. C'est un petit peu comme dans beaucoup de choses. Si on parle franchement, si vous regardez un atelier des années 1800, hein, il y avait énormément d'êtres humains qui étaient à la production. Et dans ces êtres humains à la production, vous aviez certainement des gens qui étaient très créatifs, que malheureusement on a laissé à la production. Hmm. Et que le chef d'atelier n'a pas su ou n'a pas voulu mettre en avant et faire sortir de la C'est production. assez Je classique. vous l'accorde. Je vous l'accorde. Mais on a donné du boulot à plein de gens. Et les gens ont pu trouver leur place
dans le système économique et dans le système sociétal. Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu mourir un tas d'emplois qui sont ce qu'on appelle des emplois support à la production. Ce pas des métiers support, c'est des métiers support à la production. C'est-à-dire qu'on a vu des gens tirer du fil, disparaître. C'est ce qu'on appelle les apprêteurs de métaux en bijouterie joaillerie. C'était un atelier. Les apprêteurs faisaient que ça. Ils apprêtaient de l'or, ils apprêtaient du fil, etc. On a vu un tas de métiers disparaître au bénéfice d'une nouvelle technologie qui, certes, est parfaite, mais on ne fait que créer des pôles de compétences de ci, de là. Et finalement, je peux vous assurer que vous ne saurez jamais d'où vient une bonne idée. Et on va parler d'un autre métier qui n'est pas le mien, mais dites-moi voir combien de produits aujourd'hui est fait à partir de pâtes feuilletées qu'on n'aurait jamais eu si techniquement la robotisation était faite trop tôt. C'est bien une erreur, c'est une erreur qui a accouché de la pâte feuilletée. Le jeune apprenti ou le jeune boulanger a oublié d'incorporer le beurre, il l'a incorporé après, et c'est grâce à cette erreur-là qu'on a créé la pâte feuilletée. Donc, j'ai envie de vous dire, la technologie, oui, mais vraiment, c'est vraiment cette idée. La technologie, oui, mais à outrance, non. Parce que quelque part, vous enlevez des métiers qui sont des métiers dits support, qui déjà, ce sont des tâches certes, qui peuvent être considérées comme rébarbatives, mais qui sont utiles. Et certes, on peut se dire, oui, mais c'est un peu de la discrimination parce que ça veut dire qu'il y a des gens qu'on va leur faire que ça. Oui, mais attendez, si on reconnaît leurs valeurs et si on reconnaît que grâce à eux, peut-être qu'on va sortir des idées nouvelles, comme la pâte feuilletée, ben vous voyez, on change un petit peu complètement notre propos. Voilà. On ne peut pas tous être bons partout. Par contre, je peux vous assurer que de supprimer toute cette partie-là, je pense que ça risque à terme, de nous affranchir de remise en question et peut-être de rendre tous les métiers du monde, de les rendre un peu fades. Parce que si on est tous au même niveau, si on fait tous la même qualité, si tout sort de la même manière, vous ne croyez pas que tout va devenir un peu plus fade? Ah si, complètement. Si. Voilà. Si. Je partage votre point de vue. Au niveau des défis que vous avez, est-ce qu'il y a d'autres défis que vous pourriez partager, que vous avez rencontrés lors du développement de Maison On a Bianchi? plein de défis. Le premier défi, c'est le défi qui est d'accompagner les gens aussi dans leur formation, de leur offrir du temps. Je pense que, vous voyez, par exemple, si vous me demandiez, ben, tiens, qu'est-ce qui est la meilleure chose qui puisse être arrivée grâce à l'industrie, à l'industrialisation? Vous voyez, d'un côté, l'industrialisation à outrance, je ne suis pas pour, mais l'industrialisation tout court, je suis pour aussi, parce que l'industrialisation permet d'offrir du temps à l'humain pour se former. Voilà. Il faut donner du temps. Voilà. La seule chose que l'on peut offrir aux jeunes générations qui arrivent sur le marché, c'est de leur offrir du temps. Alors, pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle condition, mais leur offrir du temps. Après, il faut qu'eux acceptent aussi de se donner ce temps-là pour monter en compétences et devenir ou des créatifs ou des productifs. Voilà. Ça, c'est important. Ou peut-être, on n'est pas obligé de scinder les deux métiers et dire, voilà, d'être aussi à la fois créatif et productif, c'est quelque chose de tout à fait possible. Je dirais que ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, je crois que dans le monde de demain, le chef d'entreprise ne peut plus et ne doit plus imaginer son univers qu'à travers un métier. Alors moi, vous allez me dire, ça a été un peu naturel d'imaginer l'entreprise d'aujourd'hui avec deux métiers qui est l'horlogerie, la joaillerie. Et je vais beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'on doit créer des écosystèmes. Alors pour moi, un écosystème, c'est quoi? C'est un agrégat d'entreprises qui apporte des solutions techniques ou des supports techniques à l'entreprise primaire. Donc l'entreprise primaire que vous connaissez, c'est l'horlogerie joaillerie Bianchi. À côté de ça, on a besoin d'un tas de métiers séparés qui, si vous les laissez à l'extérieur, sont aussi malmenés économiquement que vous pourriez l'être si vous étiez seul. Et aujourd'hui, j'imagine l'entreprise de demain comme étant une entreprise centrale avec plein d'autres entreprises qui sont autour,
appartenant à une structure principale Hmm. qui aurait le but de faire que l'articulation se fasse parfaitement. Je vous donne un exemple très simple et on va parler d'horlogerie. En horlogerie, on a une problématique qui est aujourd'hui la fabrication de verres de montres sur mesure pour des montres qui sont avant 1900. Ces verres sont des verres bombés avec un plat léger dessus. Il est quasi impossible de trouver un fabricant de ce type de verre. Eh bien, je pense qu'il est important que l'entreprise primaire investisse dans le rachat éventuellement des compétences, des connaissances, et investissent dans le fait de retrouver les connaissances et les compétences de l'époque pour fabriquer ces pièces. Alors Hmm. vous allez me dire, oui, mais ça c'est très axé horlogerie. Eh bien, prenons un autre secteur qui n'a strictement rien à voir et qui peut peut-être même vous désarçonner quelque part. Aujourd'hui, faire le ménage, faire l'entretien des locaux dans un atelier d'horlogerie, de joaillerie et dans une boutique qui est celle-ci, c'est pas la même chose que de le faire ailleurs. Hmm. Ça demande une précision, ça demande une connaissance, ça demande un tas de choses. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, l'entreprise Bianchi s'est dotée d'une entreprise très proche d'elle, qui lui appartient par le biais d'une holding et qui détient un service d'entretien, de nettoyage. Eh ben, et alors, déjà d'une, vous avez des personnes que l'on forme, Hmm. qui connaissent les équipes, qui ne sont pas une entreprise que je ne citerai pas, mais une entreprise qui va faire n'importe quel entretien. Et Ouais. donc, vous leur faites monter en compétences et en connaissances. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que même vos équipes ne les voient pas comme un problème, mais va les voir comme une solution. Ouais. Ils ne sont pas internalisés à l'entreprise primaire parce qu'ils n'ont rien à y faire. Moi, je considère que embaucher une femme de ménage dans l'entreprise Bianchi, ça n'a pas de sens. On va faire une réunion avec elle pour quoi faire? Quel est le sujet qu'on va évoquer avec elle? Hmm. Ben voilà. Et si d'un autre côté, on l'embauche, mais qu'on la convie pas aux réunions, ben, on l'a pas embarquée. Ouais. Donc, quand on va lui demander quelque chose, elle va se sentir harcelée, elle va se sentir mal à l'aise, puis elle va se dire, bah, ok, quand vous buvez le café entre vous, bah, vous buvez le café entre vous, je ne suis pas invité, mais là, vous avez besoin de moi, donc vous me demandez. Donc voilà, si on veut embarquer les gens, je pense qu'il faut créer des structures Hmm. autour Hmm. où le langage n'est pas différent, mais il est complémentaire. Et ça, je l'ai appris à travers l'horlogerie, la joaillerie, et à travers tout ce que je vous ai dit avant. Ça, c'est très intéressant. Et est-ce que vous diriez que ça, c'est un axe de développement de Maison Bianchi? Enfin, vous l'avez déjà un peu, vous l'avez déjà commencé. Est-ce que peut-être vous l'avez fait plus que de ne le commencer, Alors, on a fait un peu cet plus axe de que de le développement? commencer. On l'a commencé à le mettre en place, on le développe, hein, je n'ai rien à cacher, hein. Vous pouvez regarder sur des plateformes comme Papers et puis vous pouvez voir que je ne suis pas propriétaire que d'une seule entreprise. Et bien entendu, ça a pour but de se développer. Je tends même à un développement qui est assez singulier, qui est de dire, aujourd'hui, on a une entreprise qui est comme une pépinière d'entreprise. C'est-à-dire que dans cette entreprise-là, Hmm. qui ne s'appelle pas Bianchi, eh bien, dans cette entreprise-là, on va y mettre pas un fourre-tout, mais un test. Voilà, par exemple, un de mes collègues me dit, ben, tiens, on a besoin d'une personne qui va être dans l'entretien de telle machine, telle machine. OK, pas de problème. Ben, on va créer une fiche de poste dans cette entreprise Hmm. et cette personne-là, de cette entreprise-là, facturera bien à l'entreprise Bianchi ses services et on va voir à quel point le transfert de compétences se fait où le besoin se développe. Hmm. Hmm. Et donc, c'est vraiment dans le but de ne pas être scabreux. C'est-à-dire que pour moi, je considère que chaque entreprise a comment dire, a une volonté, un ADN. Hmm. Donc, Bianchi est là pour l'horlogerie, la joaillerie, elle a bien assez à faire, mais tous les métiers qui peuvent être importants, Hmm. eh bien, sont déployés, développés à travers d'autres entreprises et Hmm. ensuite, eh bien, feront, Du B2B. Hmm. feront naître de nouvelles entités. Et peut-être ces nouveaux pôles de compétences, enfin ces autres entreprises qui gravitent autour de Maison Bianchi, elles peuvent travailler peut-être avec, alors je dirais peut-être pas vos concurrents, mais avec des personnes qui auraient besoin. Là, vous avez parlé tout à l'heure de verres, de verres très spécifiques pour des montres. Oui, bien sûr. Peut-être, je sais pas, en Suisse ou on va pas dire Alors, peut-être près de chez vous. vous avez complètement compris la démarche. Alors, moi, j'ai toujours une principale préoccupation, c'est de remettre les choses un petit peu au milieu. Au milieu. Hmm. Euh, on n'a pas de concurrent déjà de façon ADN, puisque, comme je vous l'ai dit dès le début de mon propos, papa, Ouais. il a commencé par être sous-traitant.
Hein, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, le B2B chez Bianchi, ça représente quand même une certaine part de notre chiffre d'affaires. Mm. C'est pas énorme, mais on fait à peu près 15% de notre chiffre d'affaires annuel en sous-traitance. Mais ça croît chaque année et ça se développe chaque année. On va dire le taux de croissance du B2B chez Bianchi, c'est à peu près 30%. Donc on fait 30% d'augmentation de chiffre d'affaires Mm. en B2B tous les ans. Donc c'est pour ça que nous, on ne parle pas de concurrence. Ouais. Euh, je ne peux pas servir tous les clients de France. Oui. Et puis ce serait hyper orgueilleux de ma part de croire que tout le monde va passer par nous. Et même si je le pouvais, on est en droit, vous et moi, de se dire que ben, vous ne plaisez pas à tout le monde, je ne plais pas à tout le monde. Donc, dans tous les cas, il faut une offre beaucoup plus variée. Et Mm. l'offre plus variée, ce sont tous mes amis artisans commerçants qui sont installés à leur compte, qui sont susceptibles, je n'ai pas dit que c'était le cas, qui sont susceptibles de faire appel à nos services pour des choses ou pour d'autres. Voilà. Ça, c'est un peu mon propos principal. Et techniquement, après, vous avez entièrement raison, bah, de ce fait, l'entreprise principale qui travaille déjà pour nos collègues, et bien les entreprises qui sont autour, bien entendu, ont leur propre clientèle. Mm. Ah, je trouve ça très intéressant parce que ça permet de garder et développer, enfin développer et garder des savoirs, tout en même temps en étant profitable parce que, enfin, faut pas rêver, il faut quand même être profitable pour pouvoir vivre de son activité. Donc je trouve ça très, c'est une approche qui est vertueuse. Mais Euh, vous êtes déjà profitable, même si vous n'êtes pas. Vous savez, le terme de profitable, tout de suite, les gens pensent profitable, argent. mm, Pour moi, profitable, c'est pas qu'une question d'argent. Parce que profitable, c'est déjà, comme vous venez de le dire, et vous avez entièrement raison, s'il y a quelque chose qu'on ne trouve plus, ouais, ça veut dire que nous, Bianchi, mm, horloger, joaillier, on peut plus servir. mm, Ça veut dire que dans tous les cas, si on ne trouve pas la solution, eh bien, nous sommes en péril. mm, Donc, dans un premier temps, on ne le fait pas pour des questions purement sociales, on le fait pour des raisons sociétales. C'est-à-dire que notre société principale risque de faillir, ouais, nous intégrons pas tel ou tel type technicité, technologie ou savoir-faire. Donc, dans un premier temps, on va le faire par pur égoïsme, et ensuite, parce on a un ADN familial et qu'on est pour la pluralité et qu'on pense ouais, que les confrères ont une raison d'être et mm, une raison d'être. Moi, je donne toujours cet exemple qui est la fameuse rue des restaurants. Vous voyez, ouais, les gens se disent, oh là là, il y a une rue pleine de restaurants, comme ils font à tourner, l'offre est tellement grande. mm, Eh bien, moi, je vous le dis, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a ouais, pas de ça concurrence. attire les gens. Parce que la rue la plus dynamique financièrement en restauration, c'est la rue des restaurants. Maintenant, quand vous avez un restaurant à droite, et puis 3 km plus loin, vous avez un autre restaurant, et 10 km plus loin, vous en avez un autre, Mm, là, c'est super compliqué parce qu'ils doivent être tous hyper bons dans la communication, ouais, hyper bons dans la gestion, hyper bons dans tout. Alors, j'ai pas dit que dans la rue des restaurants, ils devaient être tous mauvais, mais je dis, c'est quand même mieux de devoir se concentrer uniquement sur son plat, ou la qualité de son plat, ou la qualité des produits, mm, plutôt de devoir être concentré sur le marketing, la communication, le blabla, le ouais, Bon. Moi, je suis pour la diversité d'offres, je suis pour la diversité de confrères, du moment, alors là quand même, je suis très franc avec vous, du moment où on se bat avec les mêmes armes. ouais, C'est-à-dire que la passion doit être de mise et surtout le respect de la loi. Et donc, moi, j'invite tous mes amis artisans à être francs avec eux-mêmes et surtout francs avec leurs clients et apporter un soin particulier à l'offre artisanale qu'ils proposent. Parce qu'encore une fois, je dis toujours, euh, déjà, je préfère travailler dans un environnement que je connais. mm, Moi, j'ai un très bon collègue, un très bon confrère à moi qui était sur la ville de Metz, qui a fermé ses portes et qui a laissé quelqu'un d'autre rentrer à sa place. Eh bien, je préfère travailler dans un environnement que je connais. On sait qui est qui, on sait qui fait quoi. Voilà, on le connaît, l'environnement, mm. plutôt que d'avoir des gens qui disparaissent. Voilà. J'aime pas trop la disparition de mes confrères. Je préfère travailler dans un environnement que je connais. Je ne le maîtrise pas, mais je le connais. Je comprends, ça fait tout à fait, ça fait du sens. Non, je voudrais vous poser quelques questions sur votre utilisation du digital pour le développement de Maison Bianchi.
et notamment l'utilisation de votre site internet, la création de votre site internet, votre boutique en ligne. Quand est-ce que vous l'avez mis en place dans l'histoire de... Alors, nous, on a eu plusieurs tentatives. C'est toujours marrant parce que justement, quand on sait que Edison a fait 1000 Ouais. ampoules avant d'avoir une qui est parfaite, bon ben moi je suis pas à mon millième site internet, mais je peux pas vous dire combien de dizaines de milliers d'euros on a pu investir avant d'avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Hmm. Voilà, donc je suis très humble sur notre développement web. Donc, on est passé d'abord de boutique en ligne. Alors, il y a 20-25 ans, D'accord. on avait déjà notre boutique, pas notre boutique en ligne, mais notre page Internet, parce que je considérais que c'était important, même avant d'être arrivé dans l'entreprise, que mes parents ils aient eu au moins une image. Hein, Hmm. donc, à l'époque, vous avez la Chambre des métiers qui le faisait très très bien. Il faisait une petite page. Ça coûtait rien du tout. Hein. On écrivait, on envoyait 4 photos, l'affaire était réglée. Ouais. Et puis, quand je suis arrivé en 2006-2008, je l'ai un peu plus professionnalisé avec une entreprise que j'ai appréciée, où on s'est ressenti tout à fait positif les uns et les autres. Et la boutique en ligne, la première boutique en ligne qui a eu lieu, ou en tout cas la première forme de vente en ligne qui a pu apparaître chez Bianchi, c'est pas très vieux, hein, ça a à peu près on va dire une dizaine d'années, hein, ça date de 2015. Et c'était vraiment des balbutiements, c'est-à-dire qu'on ne Hmm. pouvait pas complètement opérer tout ce qu'on voulait sur le site, parce qu'à l'époque, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un petit peu comme la nouvelle technologie impression 3D et Hmm. CAO, c'était pas forcément accessible à tous. Hein. Et puis, il faut recadrer un peu les choses. En 2013-2015, on faisait quand même 2 fois et demi moins de chiffre d'affaires qu'aujourd'hui. Hein. Hmm. Donc, à la fois, on n'avait pas forcément les budgets, et à la fois, on n'avait pas les connaissances, il n'y avait peut-être pas suffisamment de volonté aussi, Hmm. puisque on n'était que trois, plus ma sœur, donc ça faisait quatre. On n'était que quatre dans l'entreprise. Ça ne permettait pas de pouvoir développer ainsi. Hmm. Donc voilà, de 2015 à 2020, ça a été cela. Alors 2020-2022, on a eu cette, excusez-moi, mais on a eu, c'est pas le bon terme, mais je ne trouve pas le terme qu'il faudrait employer, mais on a eu cette opportunité d'arrêt d'activité, hein, Hmm. dû au Covid. On a eu cette forme d'arrêt. Et je pense que tout le monde, hein, il n'y a pas que Bianchi, mais tout le monde a pu se poser, réfléchir à où est-ce qu'il en était. Ouais. D'ailleurs, on a bien vu, hein, il y a eu beaucoup de gens qui ont changé de métier et autres. Ouais. Alors nous, on n'a pas changé de métier, mais on a remis en question tout ce qu'on avait fait jusqu'avant. Voilà. On a fait un peu table rase. On s'est dit, OK, bon, on en est là, mais pourquoi on n'en est que là, où est-ce qu'on aurait voulu être, etc., etc. Et force est de constater que très souvent revenait le fait que nous n'avons pas été assez bons, ou peut-être même qu'on a été mauvais en termes marketing et en termes digital. Mais si vous y pensez et si vous regardez à peu près l'évolution de l'entreprise, de 2013 à 2017, l'entreprise Bianchi, c'était 40 expositions par an. Ouais. Donc, on était tous les week-ends dehors, Ouais. papa, maman, moi, 40, ouais. à montrer nos savoir-faire, aller chercher chaque parcelle de part de marché au niveau local. Donc, c'est sûr qu'on ne pouvait pas décemment, et clairement, on ne pouvait pas se repositionner autrement. Donc, c'est vrai que c'est pas très joli de le dire, mais on a eu quand même cette chance de pause dans l'activité professionnelle, avec les dégâts que tout le monde a pu avoir dans leur famille. Hein. On a Hmm. été touché de la même manière que tout le monde. Hein. Donc, c'est une chance, c'est une pause professionnelle, mais Hmm. on aurait pu ne pas l'utiliser. Moi, je suis assez pragmatique, je pars du principe qu'il faut aller de l'avant. Et techniquement, grâce à cette pause-là, j'ai pu établir une nouvelle stratégie. Et la nouvelle stratégie, c'est quoi? C'est l'embauche. C'est-à-dire que quand on est artisan d'art, on croit qu'il faut embaucher systématiquement des productifs. Hmm. Donc jusqu'à, on va dire, 2020, on embauchait des horlogers, des bijoutiers joailliers. À partir de 2020, je me suis dit stop, il faut embaucher des gens qui aident à la structuration de l'entreprise. Et on a commencé à embaucher une personne à l'administration Hmm. pour dégager du temps à moi, à ma maman. Et ensuite, on a commencé à tenter autant que faire se peut d'embaucher une personne au marketing et à la communication. Ouais. Mais des gens qui sont dans le métier. Ouais. Voilà. Et je pense que la vraie erreur que j'ai pu faire, c'est de me croire communicant et c'est de me croire bon.
Vous voyez, on n'est pas bon partout. Voilà. Et quand on a déjà dit ça, on a constaté 99% de nos erreurs. Voilà. Donc voilà, ça a été vraiment, et c'est pour ça que vous avez vu arriver donc à partir de 2022 Hmm. hein, notre envie de la vraie boutique en ligne, les moyens de paiement sur notre site, etc. Et aujourd'hui, vous voyez une boutique en ligne qui va être entièrement refaite, mais vous savez, c'est même assez incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirige une entreprise qui investit 30% de son chiffre d'affaires annuel en communication. Ouais. C'est- Voilà. C'est énorme, c'est colossal. Mais je considère qu'on a tellement à réparer de choses, on a tellement à revoir les choses qu'on a pu faire mal dans le passé, qu'il était impératif de le rattraper dans le temps. Donc pour rattraper, c'est l'embauche, le budget. Mais vous avez une très bonne approche sur le sujet parce que vous êtes dans l'amélioration et vous avez eu cette période où vous avez ressenti qu'il y a un besoin de déléguer. Donc, clairement, c'est. Et donc, votre boutique en ligne, depuis 2022, vous faites des ventes sur votre site. On fait Euh, on ouais. fait des euros. Et vous diriez qu'au niveau, bon, pour donner des ordres de grandeur, hein, pas obligé de rentrer dans les détails, mais vous diriez qu'aujourd'hui vos ventes en ligne représentent une part significative ou pas de vos Non. ventes au total? Je pense pas que ça puisse aujourd'hui représenter une part significative pour deux raisons. Une, parce qu'on a loupé le coche, on a minimum 10 ans de retard. Et de deux, l'entreprise, vous ne pouvez pas demander à une équipe qui vient d'arriver d'être aussi performante que des entreprises qui ont été montées par des gens qui sont HEC. Voilà. Aujourd'hui, face à nous, vous avez quoi? Vous avez des entreprises où les dirigeants ne Hmm. sont ni bijoutiers, ni joailliers, ni horlogers, ni même horlogers. Ce sont des gens qui aiment beaucoup, qui sont passionnés par notre métier, et qui sont par contre des grands communicants, Hmm. qui ont fait des études et qui ont fait des écoles spécialisées comme HEC, et qui forcément connaissent mieux les rouages et qui savent exactement ce qu'il faut faire. Alors, au-delà de ça, attention, hein, je ne me dédouane pas complètement. Ils ont su bien avant nous qu'il fallait aussi déléguer. Et aujourd'hui, leur équipe, au lieu d'être, vous voyez, nous, on a la chance de détenir la chaîne de valeur. Eux, ils ont ce talent d'Achille. Donc, on va forcément les rattraper, hein, c'est pas un sujet, hein, il n'y a pas de problème. Et le but, c'est pas de rentrer en concurrence, c'est simplement bah, d'être dans le même, comment dire, dans le même reflet qu'eux, sur la même scène qu'eux. Hein. Là, on en est bien en dessous, on n'est pas du tout au même niveau qu'eux. Mais je dirais que techniquement, eux, ils n'ont pas l'atelier à gérer, ils ont uniquement la partie marketing. Hmm. Comme étant formés au marketing, eh bien forcément, ils ont pris de l'avance. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Et on le voit bien, hein, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup étudier les plans des autres entreprises. On remarque que forcément, à un moment donné, ils sont obligés de faire confiance. Ils font Ouais. confiance ils font confiance à des productifs. Et Hmm. par contre, là, on a de quoi raconter. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que nous, la production, on la connaît par cœur. Hmm, hmm, hmm. On sait quels sont les défauts de la production, on sait ce qui se passe, etc. Et on sait aussi, par exemple, je vous donne un exemple très simple, on sait aussi quel est le niveau de retour, c'est-à-dire de service après-vente, de Ouais. SAV. Ouais. Chose que chez nous, il n'y a pas. Ouais. Une fois qu'une pièce elle est sortie, Ouais. le système est fait de telle manière que le niveau d'exigence, il est tellement élevé Hmm. que le retour, ben, il n'y en a pas à gérer puisqu'il n'y en a pas. Vous Non. voyez. Donc, Ouais. je dirais que l'un dans l'autre, notre talon d'Achille, ben, il est similaire à leur talon d'Achille. Par contre, si nous, on a cette intelligence de dire, OK, on accepte, on est dans l'acceptation de devoir apprendre un nouveau métier, et le nouveau métier, c'est le marketing, Hmm. eh bien, on fait même plus que de l'apprendre, on accepte aussi de le financer. Et donc, les embauches sont axées là-dessus. Après, je vous dis aussi autre chose. J'ai rencontré un jour une personne qui était une directrice commerciale monde d'un Mhm. métier qui n'avait rien à voir avec le mien, mais rien à voir. Et donc, je l'ai rencontrée lors d'un déjeuner d'affaires et elle a fait une très belle présentation. Et cette dame, elle a dit devant l'Assemblée, elle a dit, mon patron monde, hein, donc c'est une grosse boîte, hein, ils font, je ne sais pas combien de milliards ils font, mais c'est assez impressionnant. C'est un produit de grande consommation, ça fait des bulles, Mhm. euh, Je euh, vois. ça se termine par un A, mais j'irai pas plus loin. Voilà. Je Et vois. donc,
cette dame a dit quelque chose qui m'a choqué, qui m'a extrêmement choqué, tellement c'était vrai. Elle a dit que son patron au niveau monde Mm. lui a dit 50% de ma publicité sert à rien, mais je sais pas laquelle. Et là, je me suis dit, punaise, si une entreprise mondialement connue qui a des moyens d'analyse qui ne sont pas les miens et qui est dans un développement énorme et qui passe des moments de solitude extrême parce que comme ils réussissent et qu'ils se développent, il y a toujours quelqu'un pour les montrer du doigt et pour les embêter, pour les taquiner, etc., etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu crois être, Alexandre, pour qu'avec ton budget com d'aujourd'hui, tu puisses imaginer que tu vas développer ton entreprise? Ben, vous savez ce que j'ai fait à la fin de ce déjeuner? À 14h30, je suis arrivé à l'entreprise. J'ai appelé tous mes partenaires et je leur ai dit, je vous donne le double de mon budget communication. J'ai doublé, bah oui, si quelque part 50% de mon budget communication me permettait seulement de faire tourner ma boîte, bah, je me suis dit que naturellement, si je doublais mon budget communication, eh bien déjà j'aurais de meilleurs résultats. Alors, ça peut vous paraître fou. Alors, attention, je ne dis pas que c'est. Alors, c'est pas un conseil, c'est un constat. Je ne dis pas à vos éditeurs, doublez votre budget communication, vous aurez 2 fois plus de résultats. Ce serait mentir, ce n'est pas vrai. On a doublé les budgets, certes, mais il y a eu quand même une réflexion qui a été faite. Mais dans tous les cas, l'entreprise que je représente a bien doublé son chiffre d'affaires depuis que j'ai pris cette décision. Waouh. Voilà. Donc il y a quand même une corrélation, il y a quand même une corrélation entre le savoir-faire et le faire savoir. Ouais, ouais. Et quand je vous le dis là maintenant tout de suite, le savoir-faire et le faire savoir, je pense que c'est quand même vachement lié, quoi. Ouais. Voilà. Et je le répète et enregistrez-le bien, je ne conseille pas aux gens de le faire. C'est noté. Je peux le faire, le font, mais je n'en suis pas responsable s'il y a un échec derrière, puisque je vous assure qu'on a essuyé de nombreux échecs et il a fallu faire beaucoup, beaucoup de sacrifices ces 3 années-là. Ouais. Parce que ça duré 3 ans, hein, finalement. Bon, ça peut faire rêver, hein. Doubler son budget com et doubler son chiffre d'affaires en 3 ans, ça peut faire rêver. Voilà. Ouais, c'est incroyable quand même. Hein. C'est waouh. Je vous invite à tous ceux qui veulent le faire, je vous invite, avant de le faire, d'appeler mon épouse. Comme ça, on racontera les 3 ans, ce sera beaucoup plus franc et vrai que si moi je brosse le tableau, puisque on oublie tous le négatif et on pense qu'au positif. Et je suis un peu comme ça. Je pense que c'est une bonne mentalité à avoir en tout cas. Vous avez dit que vous n'avez aucun retour en SAV, et ça, vous diriez que c'est parce que vous avez une approche de personnalisation? Alors, en bijouterie joaillerie, avoir aucun retour SAV, c'est pour moi, je crois que c'est très facile. Dans le sens où mes collaboratrices et collaborateurs sont passionnés Ouais. et que notre objet, il se porte mais qui ne fonctionne pas. Vous voyez, hein, voilà. Ouais. Donc, moi, je me comparais à certaines marques de joaillerie quand je vous ai tenu ce propos, et je me comparais pas à des marques horlogères. Voilà. Ouais. Des fois, il faut faire attention c'est vrai que j'oublie de le dire, je le précise pas, mais en fin de compte, vous pourrez jamais empêcher qu'une personne qui est en industrie, hein, qui produit un bijou, qui sertit des pierres, vous pouvez pas l'empêcher de rentrer à l'entreprise avec ses problèmes. Et quand il va rentrer dans son unité de production, tout dépend des problèmes qu'il a, mais psychologiquement, ça peut prendre le dessus. Donc, il va être un petit peu moins bon dans le sertissage d'un tel, un tel, un tel, un tel. Et comme il n'en voit pas les conséquences tout de suite, puis il est noyé dans la masse et que c'est peu probable qu'on puisse mettre le doigt dessus en lui disant, bah, tu vois, comme les bagues ne sont pas numérotées, et qu'on peut dire que, bah voilà, monsieur un tel ou madame un tel a mis des pierres sur cette pièce-là, bah, c'est de sa faute à lui ou à elle que la pierre est tombée. Donc, comme c'est pas numéroté, c'est noyé dans une production. Donc, techniquement, attention, hein, c'est pas du tout méchant ni orgueilleux, mais on peut se dire que parfois, ben, ils sont pas enclins et ils laissent passer des choses. Donc, dans une unité de production qui est comme la nôtre, qui est beaucoup plus petite, eh bien, c'est beaucoup plus facile déjà de se rendre compte quand un collaborateur ou une collaboratrice va mal. Et il est de notre devoir éventuellement de l'extraire et de la mettre à un autre endroit ou de lui proposer un moment de souffler, chose qu'en industrie on ne fera pas. Ça c'est l'ADN familial, hein, forcément. On n'est plus, comment dire, on est beaucoup plus malléable, on est plus dynamique et on est forcément plus humain.
que l'industrie. Voilà. Donc, il faut bien qu'on ait un avantage, sinon ce serait pas rigolo, quoi. C'est un avantage Donc, important. C'est un bah, avantage important. moi, je crois que c'est un avantage clé, et le succès, c'est le pas de retour. Ouais, Vous voyez? Le succès, c'est le pas de retour. En horlogerie, je reste toujours sur mon même état d'esprit que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ma meilleure collaboratrice, mon meilleur collaborateur en horlogerie, mm, même s'il fait un boulot parfait, il y a toujours un potentiel de retour parce que vous portez l'objet et l'objet, il doit fonctionner. ouais. Il y a quelque chose qui est indépendant quand même du travail qui a été fourni. C'est complètement indépendant de la qualité de travail qui a été fournie par l'humain. Mm, C'est dépendant aussi de la manière dont l'objet est porté. ouais, bien sûr. Ouais. Je n'incrimine pas le client non plus, mais parfois on ne se rend pas compte, mais on fait des micro-coups. Mm, Et moi, je prends souvent comment dire, je fais la transition avec la mécanique automobile. mm. Eh bien, je peux vous assurer que l'usure d'un embrayage, de votre embrayage, n'est pas la même usure que mon embrayage, et forcément, l'usure de votre montre n'est pas la même que la mienne. Que celui du postier, par exemple. Euh, donc, vous avez parlé de. Je vais revenir aussi sur l'augmentation de votre budget en marketing. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous pourriez nous définir en quelques mots la stratégie marketing que vous avez décidé de mettre en place? Parce que, d'après ce que j'ai compris, au début, vous alliez beaucoup dans des salons. J'imagine que c'était très énergivore, ça devait être vraiment dur parce qu'il fallait se déplacer un peu partout en France, j'imagine. Euh, Là, la stratégie marketing que vous avez décidé de mettre en place, qui est une stratégie digitale, elle s'oriente vers quel canot en particulier? Qu'est-ce que vous avez identifié d'intéressant? Alors, pour revenir sur la partie exposition, c'était très confortable. On était dans une zone de confort et une zone agréable. Parce que, bah, vous savez très bien, quand vous faites une exposition, même si vous ne vendez pas une pièce de bijouterie, vous avez créé des liens. Hmm. Vous êtes tous à la maison tous les soirs avec des cartes de visite, etc. Éventuellement, si vous en prenez le temps, vous allez pouvoir discuter, téléphoner, faire du phoning, etc. Donc c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Je pense que dans tous les cas, la stratégie de départ était la bonne stratégie à avoir pour aussi comprendre comment nous-mêmes on fonctionnait, hein, et aussi se confronter Ouais, à l'extérieur, voilà, et découvrir d'autres métiers. Donc dans tous les cas, c'était fort intéressant. Aujourd'hui, l'entreprise, elle a pour but de communiquer à travers différents vecteurs. Le hmm, premier vecteur, c'est tout ce qui est papier. Papier, mais aussi digital. Quand je dis papier et digital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des journaux connus et reconnus localement, mais qui ont tous aussi leur part de digital. ouais, Et moi, je suis parti d'un constat qui est assez simple, hein. Avant, j'allais exposer mes savoir-faire. Pour que des gens viennent découvrir mes savoir-faire, ben, qu'est-ce qui se passait? Ben, il se passait que l'organisateur du salon, ben, il communiquait sur le salon à hmm, travers les journaux. ouais, ouais, Donc, finalement, je n'ai fait que euh, enlever une étape. ouais, je comprends. Ouais, Voilà, parce que ben, quand vous faites une exposition, ben, moi j'ai fait plein d'expositions, ça a été du salon de l'habitat, en passant par le salon des joailliers créateurs, donc j'ai fait des salons qui étaient rien à voir avec mon métier, ou presque à voir à travers l'horlogerie, jusqu'à à un salon qui avait vraiment à voir au métier. Et puis j'ai même fait des foires, hein, des foires artisanales de Metz, foires artisanales de Nancy. Alors souvent ça faisait ricaner du monde, hein, parce que en face de moi il y avait un gars qui fabriquait des glaces, à droite il y avait le mec qui faisait le saucisson, à gauche il y avait le vendeur de ah, hi-fi. Voilà. Et puis vous aviez moi au milieu de tout ça et qui montrait son savoir-faire. Bon, ça a fait ricaner, je pense, beaucoup de mes confrères. Aujourd'hui, je pense que je les fais moins rire. Je pense qu'aujourd'hui, oups. ouais. C'était Voilà. la bonne chose à faire. Alors, je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire, mais en tout cas, il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est certainement grâce à cette période-là qu'on en est arrivé là. Cela étant, aujourd'hui, c'est pas le même homme qui dirige l'entreprise qu'il l'a dirigée il y a quelques années en arrière. C'est pas la même philosophie. Je pense que j'étais pas capable de faire autrement avant. Hmm, Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, c'est pas le management humain qui pose problème. C'est le management du dirigeant déjà. hmm, C'est-à-dire quel type de dirigeant je suis hmm, et que suis-je capable de faire. hmm, C'est facile de demander aux autres
quelque chose que nous-mêmes, on n'est pas capable de faire, Mm. et de dire après, oui, mais attendez, je vous ai demandé de le faire, je vous paye pour le faire, il faut le faire. Ouais, Ben non, tu ne sais pas le faire, comment tu veux le diriger? Voilà. ouais, Donc, quand on a mis le marketing en place, eh ben, il m'a fallu plusieurs années pour comprendre qu'est-ce que le marketing, et aussi d'avoir les bons interlocuteurs aussi. ouais, Les bons interlocuteurs, vous ne les avez pas tout de suite. Quand vous faites votre première réunion marketing et que pour votre budget annuel, vous avez 10 000 € et que vous voulez travailler avec tout le monde, ouais, avec 10 000 €, vous voulez travailler avec tout le monde, vous doutez bien que les gens se déplacent parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes, mais ils se regardent, ils s'interrogent et puis ils se disent, oui, bon, écoute, gamin, quand tu auras du budget, tu nous rappelleras, quoi. Vous voyez, ouais, voilà. Donc, j'ai eu aussi la chance de rencontrer des très bonnes personnes qui ont cru en mon projet et qui ont voulu y croire, qui ont voulu s'investir. Et c'est ce que je dis aussi fréquemment, même si aujourd'hui on a un budget nettement supérieur, mm, je peux vous assurer que si vos interlocuteurs n'y croient pas, mm, eh bien, c'est fou, hein. Mais vous pourrez mettre autant que vous voulez au pot, ça ne donnera rien. Et je crois que vous parliez de management humain, je crois mm, que c'est pas du management humain, c'est embarquer les gens, leur faire croire, leur montrer que vous avez confiance en eux mm, et avoir envie de partager cette réussite avec eux. Parce que ouais, c'est pas facile d'être salarié. Être salarié, ça veut dire beaucoup de choses et ça veut rien dire à la fois. C'est-à-dire que vous bâtissez la réussite de l'autre, vous bâtissez la réussite de l'entreprise. Et vous pouvez aussi avoir comme crainte de ne jamais participer à la réussite de cette entreprise. ouais, de pas toucher, enfin, Voilà. ouais, ouais, de pas être là au moment de la grande réussite, quoi. C'est ça, c'est ça. Et je crois qu'en fin de compte, avant de parler de management humain, je parlerai d'échanges win-win Ouais, positifs. mm, La positive attitude, c'est voilà, j'en suis là, mm, on a fait ça, ça a donné ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, de travailler d'égal à égal, de mettre carte sur table et de donner les moyens et de se donner les moyens d'y arriver. mm. Écoute Alexandre, on arrive sur la fin de ce podcast. Il y a une question traditionnelle que je pose aux gens que j'interviewe. C'est au sujet de, enfin c'est un conseil en fait. Je voudrais savoir si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui travaille dans l'artisanat d'art, pas forcément la joaillerie, pas forcément l'horlogerie, d'autres formes d'artisanat d'art, et qui souhaiterait peut-être passer à la vitesse supérieure en utilisant peut-être la digitalisation ou d'autres approches, repenser un peu son business model, repenser un peu la manière dont elle voit sa marque. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner pour que cette personne aille dans la bonne direction, progressivement bien sûr? Alors, je reviens toujours sur la même chose, hein. Je ne suis pas là pour donner le Oui, conseil. oui, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas qui je suis pour donner des conseils. Je dirais, je donnerais un constat. Alors, moi, j'ai trouvé, je dirais, mon équilibre. Mon équilibre est de dire je n'avance pas seul. À minima, dès le départ, j'avançais avec deux domaines d'activité, l'horlogerie et la joaillerie. Et je crois vraiment au principe de dire il faut avancer à plusieurs. Voilà. Les artisans, c'est pas facile parce que si un artisan s'est installé à son compte, Mm, c'est qu'il a pu ses compétences et ses qualités. Et ça, c'est le premier défaut de l'artisan, c'est de savoir qui il est et ce qu'il sait faire par rapport aux autres. Je dirais, moi j'ai eu la chance d'avoir des gros problèmes dans ma vie, dont un que je ne peux pas solutionner, qui est une de mes filles qui est lourdement handicapée et qui est condamnée. Donc j'ai compris que finalement j'avais un temps et une durée de vie qui est un peu particulière. Et j'ai envie de vous dire, eh bien, quel que soit l'artisan, même si c'est le meilleur du monde, qui comprenne bien qu'il sera jamais aussi bon que s'il est bien accompagné. mm, Voilà. Il faut se faire accompagner, il faut croire aussi aux autres, il faut accepter les échecs, il faut accepter que l'autre n'est pas aussi parfait que soi. Et j'ai jamais réussi à le faire, je vous l'accorde. Moi, quand j'étais plus jeune, quand je faisais des expositions, j'ai tout de suite mis en place des stands communs où vous aviez un ébéniste d'art, une doreuse, une personne qui restaurait les tableaux, et vous aviez moi en tant qu'horloger, enfin papa en tant qu'horloger et moi en tant que bijoutier joaillier. Euh, C'était pas évident. D'ailleurs, ça n'a pas tenu. Hein. Il y a des très bonnes marques que je ne citerai pas non plus, mais qui commencent par un et qui se terminent par artisan.
mais techniquement, qui ont tenté de faire des boutiques éphémères, qui ont tenté de faire des choses où vous aviez plein de corps de métiers divers et variés. Alors, si l'artisan n'est pas capable de travailler main dans la main avec les autres, au moins qu'il travaille sous forme de recommandations. Et peut-être que l'idée de créer un site internet, ou une page internet, où quelque part vous commencez à avoir plusieurs artisans qui ne travaillent pas forcément ensemble, mais qui se font confiance et qui connaissent la qualité de leur travail, eh bien, permettra déjà de dire, ah ouais, si je vais voir un tel, il me recommande un tel, un tel, un tel. Donc, si vous ne travaillez pas ensemble, vous les recommandez. Et forcément, ces personnes-là vont vous recommander. C'est plus facile de travailler de cette façon-là parce que vous chassez à plusieurs têtes et pas une seule tête. Voilà. Ça, c'est important, c'est intéressant. Après, moi, ce que je dirais, pourquoi ça n'a pas réussi dans mon cas? Parce que, en fin de compte, j'avais oublié une chose, c'est que chacun d'entre nous, on est à la recherche de quelque chose. Moi, j'étais à la recherche de devenir une grande entreprise, structurée, avec plusieurs compétences, etc. Et mes amis artisans avec lesquels j'ai commencé, ils ne recherchaient pas la même chose. Ils cherchaient à vivre de leur passion, mais ils ne voulaient pas forcément être dans la lumière. Ils ne voulaient pas entrer dans la lumière. À tort ou à raison, peu importe, mais dans tous les cas, c'était leur raison. Eh bien, je pense qu'il faut ou mettre de l'eau dans son vin, ou au moins, je dirais, se réunir avec toutes les forces vives dans un premier temps. Et ensuite, il y a des groupes qui vont se faire, et les groupes vont se faire par intérêt. Et n'oubliez pas une chose, quel que soit votre artisanat, quelle que soit votre entreprise, la première chose qui fait que des êtres humains se rapprochent, c'est un intérêt commun. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Voilà. Quels sont vos intérêts? Voilà. Et à partir de là, tout le reste, c'est des outils. Le digital est un excellent outil parce que ça vous ouvre les portes vers l'étranger, vers d'autres départements, d'autres régions. Et moi, je fais partie d'une région hyper intéressante dans le sens où on est dans la région qu'on appelle la région des trois frontières. Vous êtes à moins d'une heure de l'Allemagne, moins d'une heure du Luxembourg, moins d'une heure de la Belgique. Donc, c'est vraiment, vous avez trois frontières, trois pays proches de nous, avec des visions totalement différentes et très complémentaires. Ça enrichit, ça enrichit. Ça crée un enrichissement. Et du coup, tu conseillerais aux gens d'aller voir les chambres d'artisanat ou pas forcément, ou plutôt d'essayer de créer ça organiquement, aux gens d'aller taper à la porte Toutes les chambres de l'artisanat ne se valent pas. Je ne les connais pas toutes, donc je ne peux pas en parler clairement et je ne suis pas suffisamment alerte pour avoir une vision globale. Par contre, ce que je dirais, c'est aller à des expositions déjà soi-même. C'est-à-dire, au lieu de faire un dimanche en famille à faire le barbecue, passer le dimanche en famille et amener ses enfants à découvrir d'autres artisanats. C'est-à-dire que on s'enrichit à rencontrer d'autres artisans. Quand vous allez à un salon d'habitat et que vous commencez à avoir un artisan dans le bois, un artisan maçon, voilà, c'est des artisans très loin, peut-être de votre métier de base, mais ils vous apprennent des choses extraordinaires parce qu'ils vous apprennent l'artisanat de leur métier. Et rien que ça vous donne une forme d'ouverture. Des fois, vous savez, moi je parle d'économie à des artisans qui ne sont pas du tout de mon métier, et ils ont pensé à des choses que moi, je n'ai pas pensé. Parfois, je peux même... Vous voyez, c'est même pas dans le cadre de travailler ensemble, mais parfois, il y a une forme de transfert de compétences. Tiens, le collègue, il a pensé à ça, comme ça, comme ça. Ah, je n'y avais pas pensé. Tiens, j'en parlerai lundi à mes collègues. J'en parlerai. Et je l'ai rencontré quand? Je l'ai rencontré dimanche. Et tiens, je peux trouver que son histoire de vie est intéressante. Moi, je l'ai déjà fait avec des clients déjà, ça. C'est-à-dire que j'ai des clients qui sont super intéressants, parce que nous, on a de la chance, on fait un métier de luxe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos clients, c'est déjà des réussites. Moi, j'ai des clients, ils sont milliardaires. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je peux leur apprendre? Je peux rien leur apprendre, ces gens-là. Par contre, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? C'est pas qu'une histoire de facture. Je leur facture un truc, ils le payent, ok, mais ils peuvent m'apporter quelque chose de beaucoup plus grand. C'est des connaissances. Moi, les connaissances que j'ai, c'est 99%, c'est mes clients qui me l'ont offert. Eh bien, il m'est déjà arrivé de faire avec en particulier, alors moi, je fais un peu à décomplexer un petit peu tout le monde, mais un jour, j'ai fait une raclette. J'ai invité un client millionnaire à discuter autour d'une raclette. Parce que si vous allez dans un restaurant
Ouais. Dans un restaurant, il y a les codes sociaux et tout du restaurant. Vous n'êtes pas chez vous, c'est pas évident, etc. Ouais. Mais là, le client, vous faites une raclette partie avec votre client multimillionnaire. Le gars, déjà, il se dit, mais où est-ce que je suis? Vous faites ça au milieu de l'atelier. Et voilà, c'est un peu notre côté un peu franchouillard français. C'est sympa. Ouais. Ça décentralise un petit peu la relation et ça permet que le client se sente un peu à l'aise. Et bim, eh bien, il va vous sortir deux, trois anecdotes qui va faire réagir le collègue qui pensait pas que c'était pas possible de, machin. Ou même, hein, autre chose, ça peut aussi désacraliser la relation en vous disant, bah tiens, ouais, ok, c'est un client qui est millionnaire ou qui est milliardaire, Mm. mais avant, c'est un humain. Ouais. Un humain qui est venu chez nous par passion, qui a plaisir d'eux, Mm. et on n'a pas besoin d'en avoir peur. Vous voyez, j'avais des collègues qui avant, ils avaient peur de prendre la parole, Ouais. et puis quand on a fait deux, trois petites choses comme ça, bah, ils avaient plus peur de prendre la parole, et puis finalement, bah, ils parlaient pas d'égal à égal, Mm. mais le gars, il parlait en bienveillance parce que bah, le jeune apprenti ou le jeune salarié, bah, qu'est-ce qui se passe pour le vieux briscard? Bah, il se dit, plus là, j'étais comme lui il y a 30 ou 40 ans. Donc, il a un œil bienveillant, il a envie que ça marche, Mm. et puis c'est là qu'il y a des trucs qui se font, quoi. Et vous avez, bah, moi j'ai vu des jeunes complètement changer du tout au tout, et c'est génial. C'est génial. Je pense que c'est un excellent conseil. Moi, j'ai le souvenir de mon père qui passait toute sa vie dans l'atelier, qui finissait de bosser, alors pas aussi tard que vous, à 2h du mat, mais il finissait de bosser tous les soirs en 11h. Et il était continuellement dans son atelier, et je pense que peut-être ça aurait été bénéfique pour lui s'il avait une approche comme celle que vous conseillez. Bah, écoute, merci Alexandre, c'est la fin de ce podcast. Merci. Je te remercie.